repartir le lendemain. Il y en a qui sont venus, ceux qui ne sont pas venus d'office, on les a disqualifiés. Ceux qui sont venus, on les a audités. Et sur les 41 consuls, il y a 26. Donc nous avons mis fin aux fonctions. Parce qu'ils n'ont pas rempli le cahier de charges sur lequel ils ont été désignés. Après cet audit, ce que nous avons fait, c'est que nous avons toiletté le cahier de charges pour tenir compte de la nouvelle vision. Et maintenant, nous sommes dans le processus de recrutement de nouveaux consuls parce qu'il nous faut ça. Le Niger n'a pas le moyen d'être présent dans les 41 pays là où ces consuls exercent. Donc, comme la profession est bénévole, nous allons leur concéder des avantages qui sont liés aux privilèges et immunités et le passeport diplomatique, bien entendu, mais nous allons exiger des résultats. Il faut qu'à la fin, périodiquement, et c'est le cahier de charges qui va déterminer la période, il faut qu'ils rendent compte, il faut qu'ils rendent compte. Et ce n'est pas seulement les consuls honoraires qu'on a audités. On a audité l'ensemble de nos missions diplomatiques, malgré ce que les gens sont en train de dire. Nous avons 40 ambassadeurs, sur les 40, 32 ont été remplacés. On nous parle souvent que ce sont les anciens ambassadeurs, comment est-ce que vous pouvez être au pouvoir et laisser les gens que vous avez trouvés là, comment est-ce que vous pouvez espérer qu'ils vont travailler sur vous? Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que la diplomatie, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Sur les 40 ambassadeurs, il n'y a que 8 qui n'ont pas été remplacés. Et les 8 sont essentiellement des diplomates de carrière. Il y a 1 ou 2 ambassadeurs qui ne sont pas de la carrière, mais l'essentiel, ils sont de la carrière. Et eux, ils ont un mandat. Quand ils partent, c'est pour 5 ans. Et même parmi ceux qui sont de la carrière, ceux qui ont fauté, on les a fait revenir. Ceux qui n'étaient pas en cohérence avec la vision du chef de l'État, on les a rappelés. Et pas seulement les chefs de mission diplomatiques, même les diplomates. Parce qu'on ne peut pas laisser dehors quelqu'un qui ne va pas faire, entre guillemets, comme ça se dit dans la rue, qui ne va pas faire notre affaire. L'affaire du pays, je veux dire. Le travail. Voilà. Donc, on a un statut particulier au niveau du ministère des Affaires étrangères. Le personnel diplomatique, il rote entre l'ambassade et les représentations diplomatiques. Ça a été respecté. À ce jour, il n'y a aucun retard. Et d'ailleurs, mieux, même les irrégularités que moi j'ai trouvées, des gens qui ont été affectés en violation de ce statut-là, j'ai corrigé. Tout ça, nous l'avons fait pour adapter notre carte diplomatique à la nouvelle orientation de nos autorités. Qu'en est-il de la question de la représentativité du Niger au sein des assemblées générales des Nations Unies? Ça fait des vagues à un certain moment. À la 78e Assemblée générale des Nations Unies, moi j'étais ambassadeur là-bas, j'étais représentant permanent. On nous a empêché l'accès parce qu'il y avait cette personnalité au sein de ces organisations qui s'étaient personnellement impliquées. On a voulu humilier le Niger. Parce que le jour où l'Assemblée générale allait s'ouvrir, moi j'étais dans mon bureau en tant que ministre des Affaires étrangères, mais j'étais ambassadeur là-bas, donc j'ai coupé toujours mon bureau et j'étais en même temps représentant permanent. J'ai reçu un message d'un ami ambassadeur, il m'a dit il ne faut pas venir. On a organisé le refus d'accès à l'AG, à la délégation nigérienne, et ça va. Les gens ont organisé ça pour qu'il y ait des journalistes qui filment, et puis après on va, voilà, pour dire que voilà le Niger, voilà. Donc, au même moment, hein, monsieur, où on a vu les anciens dignitaires qui étaient présents. Absolument. Et ce qui est extraordinaire. Absolument. Donc on n'a pas eu accès, on a pris notre courage à deux mains, on est revenu. Mais quand on est revenu, on n'a pas croisé les bras. On s'est battu. Parce que nous sommes membres des Nations Unies. Ce qui a été fait, c'est en violation des textes. Et qui était derrière ça? Si on peut poser la question, tout ça. Le secrétaire général des Nations Unies. Lui seul. Moi, je le cite, pas lui seul, à la demande de certains pays comme la France. Voilà. Donc, il ne faut pas se le cacher. On a vu ces gens-là, ils étaient en campagne, ils faisaient de la campagne très active au niveau de la commission de vérification de pouvoir. Donc, quand on est revenu, on a décidé d'attaquer. Parce qu'il s'agit de questions de droit. Le Niger est membre statutaire des Nations Unies. Il n'y a pas de raison qu'on nous prive de nos droits de membre. On s'est battu, on a attaqué. Et on a gagné. Ce qui fait qu'à la 79e session des Nations Unies, on a participé pleinement. La délégation, c'est moi qui ai conduit la délégation. Lors de cette assemblée, nous avons porté le message de notre président, nous avons porté le message de dignité de notre pays, qui se résume à ces termes, les laisser pour compte, non qu'à compter sur eux-mêmes. Il n'y a personne qui viendra vous faire les choses à votre place. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, le Sahel, on fera tout pour que le Sahel ne soit pas une zone d'insécurité. Ça sera une zone de prospérité, ça sera une zone où les bailleurs vont se bousculer pour venir. L'autre message du président que nous avons porté, c'est d'expliquer à la communauté internationale l'injustice, les 2 poids, 2 mesures dont font l'objet nos pays. Il y a des coups d'État par-ci, il y a des coups d'État par-là, les gens sont traités indifféremment selon... On a vu le cas du Gabon, hein? Donc, par soi-disant la communauté internationale. Par soi-disant la communauté internationale. Donc nous avons porté ce message
Il a été entendu. Notre participation, après le départ de la délégation de haut niveau, des techniciens ont participé jusqu'à la fin aux travaux de commission. Donc, c'est pour dire que on a mené le combat, on l'a gagné. On est revenu sur la zone internationale parce que parmi toutes les sanctions dont le Niger faisait l'objet, la plus significative, c'était celle-là. Parce qu'il ne faut pas voir seulement l'AG. C'était tout le système des Nations Unies. Voilà. Monsieur le ministre, avant peut-être de passer à la deuxième question, parlant justement de ces missions diplomatiques qui sont au nombre de 40 à travers le monde, vous avez aujourd'hui les moyens de fonctionnement de ces missions diplomatiques? Parce qu'on sait que par le passé, il y a eu beaucoup de difficultés de gestion de ces missions diplomatiques. Aujourd'hui, le problème là est derrière nous ou pas? Le problème, on a pratiquement réglé. Je parle sous le contrôle des ambassadeurs. En tout cas, même s'ils n'ont pas reçu... Oui, qui nous écoutent. Qui nous écoutent. Même s'ils n'ont pas reçu la totalité du budget, ils savent que des efforts ont été faits pour qu'il n'y ait pas... Parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous a motivés? Ma vision était claire que l'ensemble du gouvernement et du CNSP, où on reste dans la dignité, où on ferme. On ne va pas rester pour donner une image négative. Et on sait que des pays nous cherchent. Vous ne pouvez pas rester en France et faire des arriérés de location. Vous ne pouvez pas rester en France. Voilà. Donc, on a réduit là où il fallait réduire. On a ajusté pour qu'on reste dans les normes du supportable. Il y a eu combien de cas de fermeture? On n'a pas fermé. On a réduit le personnel. Même en France? En France, on va dire, on n'a pas totalement fermé. Il y a toujours un chargé d'affaires, mais on a ramené le niveau. Pourquoi on ne peut pas fermer? Parce qu'il n'y a pas que les relations avec la France. Nous avons une diaspora là-bas. Il y a des compatriotes qui vivent là-bas. Il y a l'aspect consulaire, qui est d'ailleurs un aspect très important dans la vie d'une ambassade. Il fallait laisser cette proximité-là. Sinon, si vous fermez et qu'il n'y a personne pour faire ces prestations, notre diaspora qui est là-bas sera obligée d'aller en Belgique ou en Allemagne. On a réduit par contre, c'est vrai, ce que j'avais omis tout à l'heure en parlant des ambassades, on a réduit le niveau au niveau de la France. Et au niveau du Danemark, nous avons réduit aussi le niveau de représentation pour une raison simple. Ils nous ont écrit pour dire qu'ils ferment. Nous, on était couverts à partir du Burkina. C'est-à-dire, il y avait une ambassade danoise ici. Nous en avons à Copenhague. Ils ont fermé au Niger. Ça fait un moment. Mais on avait notre enveloppe de coopération. Maintenant, ils ont fermé au Mali et au Burkina. Mais ils ne se sont pas contentés de dire qu'ils ferment. Ils disent qu'ils ferment parce qu'il y a eu coup d'État. Là, la réciprocité s'impose. Voilà. Donc, et comme il y a une parfaite coordination de l'action diplomatique au lieu de l'AES, nous avons pris des mesures de réciprocité. Donc on n'a pas fermé, par contre on a réduit notre ambassade au niveau de chargé d'affaires. D'accord. Donc du point de vue financier, je pense que l'ensemble, les ambassadeurs seront d'accord avec moi que des efforts sont faits. Il n'y a pas d'arrêt. D'abord, il n'y a pas d'arrêt. S'il y a des ambassades qui justifient des arrêts, c'est juste un problème de transfert. Mais je sais, moi j'ai veillé à la fin de l'année pour que toutes les autorisations de dépenses soient envoyées. Ça, je peux vous le confirmer. Monsieur le ministre, depuis les événements du 26 juillet 2023, certains pays ont tenté, vous l'avez évoqué tout à l'heure, d'isoler le Niger sur la scène internationale. Qu'est-ce qui a été fait pour y faire face et quel est l'état actuel de nos relations avec nos pays voisins, notamment? Pour faire face à l'isolement, c'est comme je vous ai dit, c'est-à-dire que c'est un combat de David contre Goliath. On avait 3 choix. Quand la CEDEAO a fait son embargo, il y avait la menace d'intervention militaire, on était suspendu des Nations Unies. Tous les partenaires, pratiquement, la plupart en tout cas, ont suspendu leur coopération. Les gens étaient... Il y avait des pronostics qui ont été faits. Mais on les a déjoués. Parce qu'on avait 3 choix. Le premier, c'est quoi? Le premier choix, c'était de se rendre pieds et poings liés. Le deuxième choix, c'est le choix intermédiaire, attendre l'arme au pied. Le troisième choix, c'était de nous battre. Et cette bataille, nous l'avons gagnée. Pourquoi? Parce qu'on avait le peuple derrière nous. Dans ce genre de démarche, c'est vrai, il y a des hésitations, il y a des moments de doute. Mais quand vous regardez derrière, vous voyez le peuple qui est derrière vous, vous dites, non, je ne peux pas faire ça. On n'a pas le choix. Vous n'avez plus le droit de vous arrêter. Nous, pour nous, quand j'ai dit, on a décidé, nous avons décidé de nous battre. Je ne parle pas du CNSP, je ne parle pas du gouvernement, je parle du Niger. Du peuple nigérien dans son entier. Donc, on a agi à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est au plan national. Il y avait des fonctionnaires indélicats qui voulaient de l'intérieur continuer à faire en sorte de nous isoler davantage. Des Nigériens? Des étrangers, des diplomates. On les a mis dans le rang. Vous avez suivi l'histoire de l'ambassadeur de France. Et tout dernièrement... Voilà, la petite année, moi, quand je suis arrivé, ministre des Affaires étrangères, d'abord, il ne voulait pas s'adresser à moi, il s'adressait au secrétaire général, qui était le plus haut fonctionnaire qu'il reconnaissait.
Il ne reconnaissait pas le ministre. Il ne connaissait pas le ministre. J'ai tenté de lui dire de venir, il ne voulait pas me répondre. Et puis je suis parti, j'ai rendu compte au Premier ministre. Il m'a dit, mais c'est simple, officialise la demande. J'ai écrit une note verbale pour dire que je vais le voir. Et vous assure, ce n'est pas pour lui dire de partir. C'était plutôt pour réfléchir. Comment est-ce qu'il y a de possibilités pour que... Voilà. Et il a dit, il a refusé de répondre, il a envoyé un message au secrétaire général pour lui dire je ne peux pas venir, je ne me sens pas en sécurité. J'ai dit au secrétaire général, non, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas répondre à une note verbale. Par un message par SMS. Un message, c'est un manque de respect. Dis-lui de nous répondre, même s'il ne nous respecte pas, même s'il ne nous reconnaît pas, ce n'est pas moi qui ai visé la note. Les notes verbales sont visées par le secrétaire général. C'est la structure qui a écrit à l'ambassade. Il n'a qu'à répondre. Il a répondu, et à partir du moment où nous, on voulait ce papier-là. Quand on a eu ce papier, les jeunes Nigériens ont suivi comment ça s'est passé. Après ça, il y avait d'autres cas. Certains, ce n'est pas leur faute, hein. C'est de la faute de leur structure. C'est-à-dire qu'ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Ouais. Comme la coordinatrice résidente du système national. C'est une dame qui a beaucoup travaillé pour le Niger. Et personne n'avait quelque chose à lui reprocher. Mais il fallait qu'on agisse vis-à-vis des Nations Unies. On avait décidé de répondre. Et dent pour dent. Ce n'était pas des questions personnelles. Ça n'avait rien à voir avec ces agissements. C'était sa structure. Elle était la première responsable. Voilà, nous, on a agi de cette manière. Donc, ce qui fait que... Après, il y a eu d'autres cas. Hein, il y a eu plein de cas. Il y a l'ambassadeur de l'Union européenne. Il y a eu le représentant du PAM. Tout récemment, il y a eu le CICR. Donc, ça c'était au plan interne. Il fallait faire ça d'abord. Maintenant, au plan régional, on a été suspendu de la CEDEAO. La CEDEAO est habituée à ce qu'on lui fasse la cour. Quand elle suspend un pays, c'est des délégations pour aller négocier. Nous, on a dit on ne fera pas ça. On a décidé, en toute souveraineté, de partir de la CEDEAO. Nous sommes sortis de la CEDEAO ensemble avec le Burkina et le Mali. Mais quand on est sortis, nous ne sommes pas allés nous asseoir, chacun de son côté. Non, nous avons décidé de nous mettre ensemble pour créer notre bloc. L'AES. L'AES. Pour créer notre bloc. Et ça nous a donné de la visibilité, qu'on le veuille ou non. Si aujourd'hui on est là où on est, c'est parce qu'il y a eu cette initiative-là. Si chacun était parti de son côté, on serait des cibles plus faciles. Nous avons laissé la CEDEAO tranquille. Ne croyez plus à ce que la CEDEAO était en train de faire. Ça, c'est au niveau régional. Bon, après, il y a l'UMOA, il y a l'Union africaine qui nous a suspendus. Actuellement, on est suspendus. Mais on ne fait pas la cour non plus à l'Union africaine. On ne fait la cour à personne. Y compris l'UMOA? Y compris l'UMOA. L'Union africaine, c'est encore plus vaste, plus important en termes d'intégration que l'UMOA. Mais on a décidé de ne pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'on ne se sent pas redevable vis-à-vis. Nous, on se sent redevable vis-à-vis de notre peuple. Au niveau maintenant international, c'était les Nations Unies, avec tout ce qu'on a mené comme combat pour pouvoir retrouver. Et ça nous a ouvert toutes les portes. Dès que les Nations Unies ont levé leurs sanctions vis-à-vis du Niger, c'était le boulevard. Parce que c'était la sanction la plus majeure. Au moment où il y avait ces sanctions, c'était même des pièges qu'on nous organisait. Je voulais vous donner l'exemple de la réunion de l'OCI. Vous vous imaginez une organisation comme l'OCI qui met notre délégation. Nous, on a occupé le poste là pendant le Hamid Al-Gabit. C'est ça. On nous a mis à la porte. Il y a eu des manœuvres. Des manœuvres. Et vous savez quoi? On a été aux Nations Unies. On n'a pas eu accès. J'ai parti à la réunion de l'OIF. J'ai préféré jouer en deux temps. J'ai laissé les experts partir. Moi, je suis parti à Casa, j'ai attendu. Le Cameroun nous a rassuré qu'il n'y a aucun problème. Mais en fait, c'était un piège qu'on nous attendait. Quand il s'agissait maintenant d'ouvrir la réunion des experts, on a empêché notre équipe d'experts d'entrer. Moi, j'étais à Casa, j'ai rebroussé chemin. Et là, quand je suis revenu, le président m'a dit, on n'ira plus aux réunions de ces organisations-là. Et on n'ira plus dans les réunions, même les organisations qui nous sont favorables, si c'est organisé dans des pays qui sont hostiles, on n'ira pas. Mais il y a eu le cas du Congo, du Congo-Brazzaville, avec la réunion de Lyon. Avec la réunion de Lyon. Cet exemple-là, ça pour vous montrer l'hostilité de ces gens. Et non fondée. C'est des gens qui ne respectent rien, aucun texte. Il y avait une réunion sur la Libye qui était organisée au Congo. Nous, on n'a rien demandé. C'est le président congolais qui a invité notre président. Bien sûr. Quand il nous a invités, le président a dit qu'il a délégué le Premier ministre. C'est sur invitation. On est parti, on est arrivé, on était dans la salle, le Premier ministre attendait qu'on lui dise de venir. Quand subitement quelqu'un est venu, il nous a dit non. Parce que le Faki, en rentrant, il a vu le drapeau du Niger à côté de celui de lui, il a rebroussé chez lui. Il a dit qu'il ne rentre pas dans la salle tant que le Niger est là. On nous a fait sortir. Ça aussi, c'était des injonctions? C'était des injonctions. Des puissances internationales? C'est clair. D'accord. Parce que le pays a tout fait pour réparer ça. Le Premier ministre a dit aux autorités de ce pays, nous, on ne vous aurait jamais fait ça. Ton autre, c'est ton Dieu. Il a tous les droits sur toi. C'est ça.
Il dit peut-être que la réunion n'aurait pas eu lieu. Mais si on invite à quelqu'un, il a même donné des exemples avec le président Tanja, où il y avait eu des cas de figure pareils. Bien sûr. Il a dit, si c'est moi qui l'ai invité, s'il ne rentre pas dans la salle, la réunion n'aura pas lieu. Et c'est comme ça qu'on est revenu. Les directives ont été données par le président et depuis ce jour-là, on s'est battu pour retrouver notre place au niveau des Nations Unies. Au niveau de la CEDEAO, on n'a pas essayé parce qu'ils ne respectent pas le texte. Au niveau des Nations Unies, au moins, on sait que les textes vont être respectés. Ils sont obligés. Mais à la CEDEAO, c'était peine perdue. C'était peine perdue. Puisque tout ce qui a été fait était en dehors du texte. Donc on s'est dit, ce n'était pas la peine de perdre de l'énergie sur ça. Trouvons plutôt une autre solution. Donc, pour augmenter la visibilité, nous avons renforcé notre participation aux réunions qui nous sont permises. Mais, à la différence que cette fois-ci, nous ne partons pas aux réunions pour assister. Nous partons aux réunions pour être vus. Oui. Parce qu'on savait qu'on avait un problème de visibilité. Oui, bien sûr. À chaque réunion, le souci qu'on avait, c'était de porter le message du président du CNSP, le message du président du Niger. Et on a arrêté de façon définitive avec les pays de l'AES. On n'ira à aucun forum. D'abord, on a interdit aux pays de parler de nous en notre absence. C'est comme si vous voulez raser la tête de quelqu'un à son absence. Ça ne se fait pas. Si vous voulez parler du Sahel, il faut que nous soyons là. Bien sûr, bien sûr. Et toutes les réunions auxquelles nous sommes invités, nous exigeons qu'il y ait un panel sur l'AES. Et c'est ça la visibilité. Aujourd'hui, si le label AES à moins d'un an et partout en Afrique, c'est parce que aussi, je ne dis pas que c'est uniquement à cause, mais c'est parce que aussi, nous avons eu des actions pour augmenter la visibilité. Bien sûr. Vous pouvez assister à 1000 réunions et ne pas être visible. Effectivement. Voilà. Donc, je ne vais pas perdre le temps en citant les réunions auxquelles il y en a beaucoup. Voilà. D'accord. Monsieur, on va poursuivre cet entretien. On parle de coopération gagnant-gagnant qui privilégie les intérêts du Niger et respecte la souveraineté nationale. Quels sont les efforts déployés dans ce sens, en rapport notamment avec la diversification des partenaires? La consigne que j'ai reçue du chef de l'État et du Premier ministre, c'est dans notre coopération, il y a 3 préalables. 1, il faut respecter la dignité de notre peuple. 2, le libre choix. Les partenaires, le 3, c'est les intérêts. Il faut toujours mettre en avant l'intérêt de notre pays. Ce qui a peut-être manqué ces quelques dernières années ou pas? Je pose la question. C'est clair que ça a manqué. Ça a manqué. Oui, je vais en arriver là. Parce que qu'est-ce qu'on a fait? Nous, quand on est arrivé, tous les accords que nous avons avec les partenaires, on les a audités. On a vu ce qu'on a vu. Tout ce qui était nuisible, on a dénoncé. Et nous ne sommes pas allés chercher de nouveaux partenaires. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons redynamisé la coopération empêchée. Il y avait des pays avec lesquels... Coopération empêchée. Oui, il y avait des pays qui avaient un potentiel, mais qui étaient infréquentables pour nous. On ne peut pas aller les voir. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y avait des injonctions de ces puissances. On nous a empêchés d'aller vers. D'aller, voilà. Je suis des affaires étrangères, je sais de quoi je parle. D'accord. Nous avons voulu casser en deux notre stratégie. La première démarche, c'est de redynamiser, consolider ce qui existe déjà. Et après, aller chercher... Il y avait des partenaires qui étaient là, mais on n'avait que des relations politiques. Alors qu'ils avaient un potentiel d'investissement. Et qui sont ces pays, si on peut savoir? Il y a l'Iran. L'Iran. Il y a la Russie. La Russie. La Turquie. La Turquie. Il y a l'Égypte. Il y a le Maroc. Il y a le Togo. On a renforcé notre coopération avec ces pays-là. Et on a diversifié les domaines. Maintenant, la deuxième phase, ça sera la recherche de nouveaux partenaires. Et dans notre stratégie, nous avons en perspective les BRICS. Le B, c'est pour le Brésil. Le R, c'est pour la Russie. Le I, c'est pour l'Inde. Le C, c'est pour la Chine. Et le S, c'est pour l'Afrique du Sud. C'est un groupe qui prend une autre vision de la coopération, qui s'est élargi à certains pays comme l'Arabie Saoudite. Tout à l'heure, quand j'ai parlé des pays avec lesquels on a renforcé, il y a les Émirats, il y en a plein. On est à quel niveau de la démarche pour les BRICS? C'est une perspective. Okay. Donc là, ça fait partie de notre perspective pour 2025. Parmi ces pays, il y a des pays comme la Chine, comme la Russie, comme l'Inde. Peut-être l'Inde pas suffisamment, mais on va le faire, avec lesquels on a déjà une coopération. Mais on veut prospecter du côté des autres, avec lesquels on n'a pas de coopération. Et on n'a pas de coopération poussée. Et je vous assure que on sait qu'il y a du potentiel là-bas. Parce que notre pays, c'est un pays riche. C'est un pays riche. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est la sécurité. Je vous assure, les gens seront surpris si aujourd'hui on arrive à mettre fin à cette insécurité qui est entretenue, voilà, qui est entretenue sciemment. C'est pour faire peur
aux bailleurs, c'est pour faire peur aux investisseurs. Il n'y a rien qui puisse résister à la volonté d'un peuple. Oui. Moi, je suis convaincu qu'on aura gain de cause. D'accord. Voilà. Monsieur, pouvez-vous nous dire quels sont les tenants et aboutissants de la politique étrangère du Niger? Vous avez parlé de ça un peu de façon éparse. Est-ce qu'on peut être plus précis? Les tenants et aboutissants de la politique étrangère du Niger. Vous savez, les tenants et aboutissants d'une politique, il y a des principes généraux. Il y a des idéaux, des principes généraux qui sont là, qui sont contenus dans la Charte des Nations Unies, la Charte de l'Union africaine, la Convention de Vienne. Ils tournent autour de l'aspect de l'intégrité, la non-ingérence dans les affaires intérieures, le multipartisme. Ce sont des principes généraux. Maintenant, au niveau de chaque continent, en fonction des orientations, il y a des principes continentaux également. C'est comme ça qu'en Afrique, la plupart des pays, comme le Niger, on prône l'intégration africaine, on prône le bon voisinage, nous prônons le respect des frontières héritées de la colonisation et de non-ingérence dans les affaires intérieures. C'est à cela que tient notre politique. Tout ça, ça doit aboutir à quoi? Ça doit aboutir à faire développer notre pays. Et c'est là que vient la vision du pays pour donner des orientations, pour donner des directives, la stratégie à mettre pour pouvoir dérouler notre politique étrangère et la mettre au profit du développement de notre pays. Pour résumer, les principes, ce sont les tenants de notre politique étrangère. Ils viennent de principes généraux que j'ai cités tout à l'heure de la diplomatie. Maintenant, les aboutissants, à quoi doit aboutir? Il doit justement aboutir à développer. Tout ce qui existait avant n'était pas mauvais. Moi, je ne dirais jamais ça, parce que j'ai travaillé. Et tous les fonctionnaires qui sont là, ils ont travaillé pour... on ne va pas dire que tout ce qui a été fait depuis l'indépendance à cette date, ce n'est pas bon, mais il faut prendre dans ça là, ce qui est bon, jeter justement ce qui n'est pas bon, et puis maintenant essayer d'améliorer. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. D'accord. Voilà. Et c'est pourquoi pour le partenariat, on ne s'est pas préoccupé pour le moment de chercher de nouveaux partenaires, on s'est plus préoccupé à mieux exploiter ce qui existe. Parce que ça demande moins d'efforts, ça demande moins de ressources. Déjà, vous avez les accords, vous avez tout. Il suffit seulement... Tous les accords, avec tous ces pays-là, nous avons les accords, ils sont là. Mais ils ne sont pas mis en œuvre parce qu'on nous a dit de ne pas le faire. C'est ça. Et c'est le même jeu qu'on a voulu nous jouer. Tout récemment, on était parti en Iran. Mais les gens ont des difficultés pour comprendre que ça a changé. Alors, vous avez vendu l'uranium. On a dit si on doit vendre l'uranium à l'Iran, il y a rien qui nous empêche. On ne va pas le faire sous la table, on va le faire devant tout le monde. Ça ne devient que pourra. Tout à fait. Au stade actuel, est-ce qu'il y a des obstacles qui freinent la mise en œuvre de cette nouvelle diplomatie? Oui. Est-ce qu'il y a des obstacles? Les seuls obstacles, c'est les partenaires qui ne veulent pas respecter notre dignité. Quelqu'un qui ne veut pas respecter notre dignité, on ne traite pas avec lui. Le deuxième aspect de votre question, le voisinage avec les pays, nous en avons 7. Notre coopération s'est renforcée depuis le 26 avec les 5. Je vais parler du Burkina, le Mali, vous savez pourquoi. Bien sûr, il y a le Tchad, il y a la Libye, il y a l'Algérie, on a été dans tous ces pays. Les deux pays où on avait des problèmes, c'est le Nigeria et le Bénin. Et le Bénin. Et c'est des pays qui ont fait du zèle dans la mise en œuvre des sanctions de la CEDEAO. Mais ce sont des voisins. On n'a pas le choix. Ce n'est pas comme un voisinage entre individus où vous avez un voisin qui est bruyant, le lendemain vous prenez vos clics et claques, vous partez. Là, il s'agit d'un pays ne déménage pas. Nous avons perdu confiance à ce pays. Nous sommes en train de travailler pour ramener la confiance. Parce qu'on ne peut rien faire sans la confiance. Ça ne sert à rien d'être ensemble si on se soupçonne. On peut espérer une amélioration, justement, bien sûr, de relation avec ces deux pays dont vous venez d'évoquer, à savoir le Bénin et puis le Nigeria. Puisque le Bénin a envoyé un ambassadeur, il a présenté ses copies figurées, nous avons accrédité un ambassadeur au Bénin. Et tout ça, c'est dans la perspective. Au Nigeria, nous faisons de même. Et parmi tous les pays du monde, il n'y a que l'ambassadeur du Nigeria au Niger qui est resté quand le président Tinubu est venu. Il a rappelé tous les ambassadeurs. Et un an après, il n'y a aucun ambassadeur. C'est le seul, compte tenu du contexte. Lui-même, il a été rappelé, après on lui a dit de rester. Voilà. Donc c'est pour dire qu'il y a des efforts qui sont là. On a reçu des délégations du Nigeria, même des délégations militaires qui sont venues. Moi, j'ai reçu plusieurs fois des délégations des affaires étrangères. Nous sommes en pourparlers. Et tout ça doit aboutir à la restauration de la confiance. Ça sert à quoi d'être avec quelqu'un à qui vous n'avez pas confiance? Bien sûr, bien sûr. Quand il fait quelque chose, vous êtes obligé de creuser pour voir s'il n'y a rien en dessous. Oui, bien sûr. Monsieur le ministre, on va insister un peu. Quelle est votre stratégie pour conduire la politique étrangère de notre pays conformément à la vision du chef d'État? La stratégie, vraiment. Je vais vous dire, notre rôle, c'est de mettre en œuvre la vision du chef de l'État. Elle est articulée autour de 4 axes. D'accord.
Il y a la sécurité et la cohésion sociale. Il y a la bonne gouvernance, la production agricole pour assurer l'autosuffisance alimentaire.